Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre Tech Démo qui vous présente chaque mois un outil numérique pour les PME. Alors je vous propose aujourd'hui d'explorer un outil d'analyse de processus basé sur les données de votre système d'information qui se nomme le Process Mining. Alors j'ai le plaisir de recevoir les deux cofondateurs de l'entreprise Lumine, Valentin Marruccia qui est le CIO et Pedro Costa le CTO. Et puis, messieurs, bonjour. Bonjour, bonjour. Pour vous qui nous regardez, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat de YouTube. On aura un moment dans 30 minutes pour échanger avec Valentin et Pedro. Alors, messieurs, eh bien, je vous donne la parole et bonne présentation. Merci beaucoup Delphine. Merci à Alpine City pour l'invitation également. Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on est là pour vous parler du process mining. Et puis, comment notre jeune entreprise, notre startup Lumind, le met au quotidien au service des PME pour les accompagner dans l'optimisation de leur processus. Donc, moi, je me présente rapidement. Donc, on a dit Lumind, jeune entreprise qui est spécialisée dans l'optimisation de processus. Pour ma part, je m'appelle Valentin Marruccia et je viens du monde de l'informatique de gestion. Donc, j'ai pu travailler vraiment dans le monde des ERP et aussi des bases de données, donc dans mon expérience précédente dans l'industrie. Et je vais laisser maintenant mon associé, le cofondateur de Lumine, se présenter. Bonjour à tous, moi-même c'est Pedro Costa, je viens du monde de l'ingénierie, de l'informatique, donc j'ai fait vraiment du développement lors de ma formation, mais je me suis spécialisé lors de mes années d'assistanat dans tout ce qui est sciences des données, où j'ai pu à maintes reprises appliquer des outils d'intelligence artificielle dans l'industrie. La force de Lumine, c'est vraiment la complémentarité de nos deux profils pour pouvoir vraiment amener le monde de la recherche sur l'industrie. Maintenant que nous sommes les deux rapidement présentés, on va pouvoir parler un peu du sujet principal qui vous intéresse et le pourquoi vous êtes aujourd'hui avec nous, qui est donc le process mining. Process mining, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est vraiment une discipline révolutionnaire pour cartographier les processus. Comment est-ce que ça se fait à l'heure actuelle? Eh bien, on doit avoir des personnes qui vont sur le terrain, qui vont chronométrer des activités, qui vont parler aux gens, qui vont devoir peut-être stopper des flux de production. Le process mining, on ne fait rien de tout ça. On se base uniquement sur les données pour pouvoir vraiment avoir une cartographie quasi instantanée de ce qui se passe dans la réalité de votre entreprise. Comme vous pouvez le voir ici sur ce graphe, on a vraiment une attente théorique de ce qui se passe en pratique. On a très souvent l'idée que tout se passe de manière assez séquentielle et que le monde est joli, tout va bien. Dans la réalité, ce n'est pas forcément le cas et c'est pour ça que le process mining donne vraiment un reflet de ce qui se passe. On peut avoir des dérives, on peut avoir des manques d'efficience et c'est grâce à cette discipline vraiment qu'on va pouvoir voir vraiment ce qui se passe. Le process mining, ça a été créé pour répondre aux besoins des entreprises avec l'augmentation croissante des données. On arrive vraiment plus forcément maintenant à se représenter graphiquement ou à avoir une idée concrète de ce qui se passe dans nos données. Et donc du coup, à l'aide de graphiques, à l'aide de ce genre d'analyse-là, on arrive à prendre vraiment des décisions éclairées. Le but, c'est de pouvoir vraiment aider les entreprises à comprendre ce qui se passe, prendre des décisions, et puis de pouvoir vraiment déceler des inefficiences et de pouvoir les résoudre. Maintenant, je vais laisser la parole à Valentin qui va vous expliquer un peu plus les cas concrets et les champs d'application du process mining. Merci beaucoup Pedro. Donc, comme tu l'as très bien dit, le process mining, un outil révolutionnaire qui permet de cartographier donc, les processus en se basant sur les données du système d'exploitation ou du système d'information générale des entreprises. Donc, on pourrait prendre plusieurs exemples, comme on l'a sous les yeux. Si je prends l'exemple tout à gauche, une application, par exemple, votre application de commande de nourriture à domicile favorite, eh bien, on pourrait utiliser le process mining pour analyser les données et donc analyser le comportement de l'utilisateur au sein de l'application. Je vais prendre un autre exemple, peut-être plus concret. La gestion du flux des patients d'un hôpital, la gestion des urgences par exemple. Eh bien, en se basant sur les données du système d'information de l'hôpital, on pourrait cartographier le flux de patients des urgences. Et puis nous, dans l'exemple qui va suivre, et chez Lumine en général, on se concentre plutôt sur des analyses au sein de l'industrie, puisque c'est un terreau très fertile aussi aux optimisations. Donc maintenant, Pedro, sans plus tarder, va vous expliquer comment, depuis un jeu de données, on passe à une modélisation, à une cartographie des processus. Vous êtes certainement en train de vous demander qu'est-ce qui est nécessaire pour pouvoir cartographier mes données. Il suffit de trois choses. Premièrement, l'identifiant du cas.
pouvoir déceler, différencier plutôt, un cas d'un autre qui va jouer l'entièreté de mon processus. Il faut, en second point, un horodateur. Par horodateur, on entend la date et le temps de départ, ou même des fois parfois de fin, de l'activité. Troisièmement, il faut l'activité en soi. Qu'est-ce qui va être joué? Lorsqu'on a ces trois éléments minimum, on peut transformer les données en graphique. Je vous propose de passer à un exemple directement concret, avec un exemple bac à sable, qui va pouvoir imager ce dont on parle. Vous avez maintenant sous les yeux un Excel de données industrielles lambda qui contiennent finalement les données nécessaires à l'utilisation du process mining. On a un identifiant de cas qui permet vraiment de différencier chacune des lignes les unes aux autres. On a un horodateur de départ qu'on appelle aussi timestamp, un horodateur de fin et l'activité en soi. Une activité correspond à une ligne. Ici, on parle par exemple d'usinage. Et le cas correspond à l'ensemble de ces lignes. Ce qui fait que toutes ces lignes vont être représentatives de l'ensemble de mon processus. Maintenant qu'on a un peu compris de quelles données on parle, je vous propose de passer au logiciel partenaire que nous utilisons chez Lumine pour pouvoir cartographier nos données. Nous avons donc ici sous les yeux l'interface de ce logiciel avec les colonnes déjà sélectionnées par le soin du logiciel. Une fois que ces données sont sélectionnées, une fois qu'on a les bonnes colonnes, eh bien, on peut lui demander de créer mon graphe. De manière quasi instantanée, on obtient une image de nos données. Qu'est-ce qu'on y voit? Eh bien, on a un point de départ, ici avec ce rond vert, et une flèche accompagnée de la fréquence des cas. Ce qui fait que, depuis ce départ, on va atteindre la première activité d'usinage de notre processus. Ensuite, ces activités vont s'enchaîner à l'aide des flèches qu'on peut voir sous les yeux. À savoir que les activités ont une couleur bleu foncé pour des activités plus fréquentes. Les flèches, elles sont plus foncées également lorsqu'elles sont plus fréquentes. C'est assez simple de comprendre. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de notre processus pour arriver sur les flèches traitées rouges et notre point de fin de processus. On a donc bien 4 cas différents en entrée, 4 cas différents en sortie. Ça, c'est pour vraiment comprendre le flux de base. Maintenant, si on souhaite comprendre ce qui se passe d'un point de vue temporel, on peut, à l'aide de ce petit onglet-là, switcher sur les performances. Qu'est-ce qu'on y voit maintenant? Eh bien, on a le même graphique avec des couleurs légèrement différentes et des données un peu différentes également. Pour notre usinage, eh bien, on n'a plus de fréquence, mais le temps médian qu'aura pris cette activité. Il en va de même pour les transitions entre les activités. On a 14 heures médianes de passage entre de l'usinage et du contrôle. En bref, le logiciel ici va vraiment pouvoir afficher le flux et les temps de chacune de nos activités de manière globale. Voilà comment est-ce qu'on lit déjà un processus basique de process mining. Je vous propose maintenant de laisser la parole à Valentin qui va vous expliquer un cas vraiment concret que nous avons vu avec un client. Je vais juste mettre la slide. Parfait. Super. Donc concrètement, on a vu comment on utilisait le process mining avec un petit exemple bac à sable. Mais maintenant, dans notre entreprise et chez nos clients, comment est-ce que concrètement on va mettre en place cette solution-là? Donc comme l'a bien dit Pedro, nous on se positionne en tant qu'accompagnant. Donc pour les entreprises, c'est vraiment du consulting. On n'a pas développé ce logiciel partenaire, mais on l'exploite de la meilleure des manières pour vous permettre d'optimiser vos processus. Et puis donc, comment ça se passe concrètement chez nous? On a un service qui s'appelle Lumine Lite et qui se passe en 3 phases. Donc une première phase d'analyse où c'est vous en fait qui nous donnez l'accès à votre système d'information. On va se connecter, on va analyser les données directement. Dans une deuxième phase, on va les visualiser, donc grâce au process mining. Et puis ensuite, il y aura la troisième phase, la phase d'optimisation, où on va tendre vers des optimisations de processus par rapport aux données qu'on a identifiées précédemment. Donc je vais aller un peu plus dans le détail pour chacune de ces phases, en prenant un exemple très concret qu'on a rencontré chez un client donc, qui est une PME d'une 50aine d'employés, qui est active dans l'industrie horlogère dans le canton de Neuchâtel. Donc en premier lieu, quand on va chez un client, comment ça se passe? On leur fournit d'abord un formulaire qui nous permet à nous de dégrossir finalement l'axe de travail et de comprendre comment l'entreprise fonctionne. Dans une deuxième phase, on va discuter avec le client
en fonction des résultats du formulaire, et puis définir cette fois l'axe de travail. En l'occurrence, pour cette entreprise de production, eh bien, on a décidé de tabler sur le nerf de la guerre, le flux de production. Il faut savoir que pour cette entreprise-là, on voulait avoir des données assez conséquentes, donc on s'est concentré sur les 5 pièces les plus produites dans cette entreprise-là. Donc, on va analyser les gammes, les flux de gamme de ces 5 pièces les plus réalisées par l'entreprise. Dans la troisième phase, on va observer directement sur le terrain l'histoire d'une journée, une après-midi, comment les opérateurs travaillent dans ce flux de production pour qu'on se rende bien compte de comment sont saisies les données dans le système d'information, mais également pour qu'elles fassent un sens, au moment où on va les analyser. Ensuite, la phase d'analyse, on a ensuite la phase de visualisation. Donc dans cette phase, on va extraire les données du système d'information. En l'occurrence, chez ce client, c'était l'ERP que vous connaissez peut-être, ProConcept. Donc on va directement taper dans la base de données, on extrait ces données au format CSV par exemple, et puis ensuite on va les consolider. Ça veut dire qu'on va les nettoyer, on va les préparer aussi pour la prochaine étape, qui est donc la phase de visualisation des processus grâce au process mining. Dans cette phase-là, ça nous permet aussi de voir si le graphe qu'on a modélisé correspond bien à la réalité du terrain. Et puis, la dernière étape, c'est la phase d'optimisation, la plus intéressante. Donc, une fois qu'on a travaillé sur un flux précis, une fois qu'on a analysé ces données, eh bien, on va en tirer des conclusions. Donc, ça se passe pendant un workshop qu'on fait avec nos clients directement, en fait. On va discuter des résultats et aller vers des pistes d'optimisation, donc qui peuvent être directement soit sur le terrain ou informatiques. J'y reviendrai par la suite. Je ne vais pas tellement m'étaler là, juste pour dire que comment on mesure qu'un processus a été amélioré, eh bien on revient simplement quelques temps plus tard, une fois les optimisations mises en place, pour mesurer le même flux et analyser le delta finalement en termes d'efficience au sein du processus. Je ne vais pas m'étaler plus que ça, je vais laisser Pedro vous montrer très concrètement avec les données évidemment anonymisées de ce client, comment eh bien, on peut en tirer de telles conclusions. Voilà, alors je vous propose qu'on revienne maintenant sur le logiciel et que nous allons charger ensemble les données que Valentin vient de vous citer. Alors, ici, lorsque je charge ma première gamme, on obtient à nouveau un graphe de process mining. Qu'est-ce qu'on y voit à nouveau? Eh bien, on a un graphe qui ressemble à peu près aux catégories que je viens de vous présenter, avec de nouvelles boucles, avec des informations légèrement différentes. Et ce qui a assez changé et qui paraît peut-être un petit peu bizarre, c'est qu'on a 75 cas d'entrée pour 104 cas de sortie. Ça, mathématiquement, c'est bizarre. Mais c'est assez normal parce que ce qui se passe dans la réalité, c'est qu'on a beaucoup de données et tout affiché à l'écran, ben, ça paraît des fois impossible. On se retrouve vraiment avec des chemins qui vont partout, un vrai plat de spaghettis. Et donc du coup, le logiciel qu'on utilise, il sait que dans la pratique, ça arrive très souvent. Ce qui fait que ici à droite, on a des curseurs pour gérer l'affichage de nos données. Nous avons donc 100% des activités visibles, et c'est bien ce qui correspond ici. On a toutes les activités de la création de notre pièce. Cependant, on a 0% des chemins affichés. 0%, on s'entend, il y a quand même les chemins vitaux pour la compréhension de ce graphique. Si j'augmente ici ce niveau à 100%, on obtient le fameux plat de spaghettis que je viens de vous mentionner. Ici, on a donc des données qui partent un peu dans tous les sens au niveau du départ. On a certes de l'usinage avec 75 cas, mais parfois on commence avec du polissage ou avec de l'emballage. Ça paraît incongru. Eh bien, ce cas-là, on le voit très souvent dans la pratique parce qu'on n'arrive pas forcément quand toutes les données sont belles et parfaites. Ce qu'il y a, c'est qu'on arrive où il y a des cas qui sont en train d'être effectués. Et de nouveau, ce logiciel qu'on utilise le sait très bien et il nous propose de pouvoir utiliser des filtres. Ce qui fait que maintenant, on va pouvoir lui dire quelles sont les activités qui commencent mon processus, quelles sont les activités qui les terminent. Je vais ajouter donc du coup un filtre qui s'appelle Endpoints. Je vais donc sélectionner les activités qui commencent mon processus, qui sont les activités d'usinage. Et je sélectionne l'activité de fin qui est de l'emballage. Une fois qu'on a sélectionné ces activités, je peux appliquer mon filtre et on obtient quelque chose d'un peu plus compréhensible. On a ce qu'on appelle un cas complet. Vous l'aurez peut-être remarqué, ici en bas à gauche, on voit qu'on a perdu 30% des cas. C'est quand même une certaine quantité, mais c'est négligeable
pour l'analyse globale du processus. Il arrive parfois que c'est plus que 30%. Nous, chez Lumine, ce qu'on fait, c'est qu'on fonctionne un peu au cas par cas. Si il y a trop de cas qui sont filtrés, eh ben, on entame des discussions avec le client. On va voir qu'est-ce qui se passe au niveau des données. Est-ce qu'elles sont suffisamment propres, suffisamment bien formées? En bref, on va essayer de gérer ce genre de cas pour avoir des analyses vraiment représentatives de la réalité. Maintenant qu'on a un cas complet, je vous propose qu'on revienne à un graphe légèrement plus lisible, comme ici. Là maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'on a un peu plus de chemin que dans le cas théorique. On a des retours du contrôle à de l'usinage. Ça paraît un peu bizarre. Une fois que la matière est usinée, on ne va pas forcément, après le contrôle, revenir plein de fois usiner cette matière. Après discussion avec le client, on a compris, et surtout après la visite sur place, on a compris que, eh ben, chez ce client-là, ils vont séparer leur cas en plusieurs lots. Ce qui fait que lors de la saisie des données sur leur système d'information, il est logique d'obtenir des données d'usinage après du contrôle. En effet, ces lots, ils sont traités de manière parallèle. Et donc, du coup, les données peuvent être un peu bouclées. C'est ce que nous avons ici sous les yeux. Cependant, nous, on arrive à faire ce niveau d'abstraction et de lire correctement le graphe. Ce que je vous propose, c'est aussi de maintenant regarder un petit peu le côté animation du processus. Ça permet d'avoir un peu une idée de ce qui se passe concrètement. Ici, si je lance mon outil d'animation, ce qu'on voit, c'est que c'est les activités et les cas qui sont joués réellement sur le terrain à partir des données. Et ça permet vraiment d'avoir un outil, un médium de communication en interne de l'entreprise. Ça permet de dire aux collaborateurs, voilà ce qui se passe réellement pour ce processus-là. Ça permet aussi de comprendre ce qui se passe, si on a des erreurs, si on a des activités qui sont bizarres. Enfin bref, c'est vraiment un outil assez puissant. Maintenant qu'on a un peu une idée du flux global, je vous propose qu'on retourne sur les performances, un peu voir ce qui s'y passe et comprendre si on peut avoir des optimisations. Je reviens sur le temps médian. Et ici, on a de nouveau le schéma qui change légèrement. On n'a plus les données temporelles pour chacune des activités, car ce qui se passe dans l'entreprise, c'est qu'on n'a pas de timestamp. On n'a pas un eurodatage de départ, un eurodatage de fin. On n'a qu'un seul eurodatage de fin. En effet, dans l'entreprise, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont entrer les données dans le système d'information que lors du contrôle. Donc, imaginons que l'usinage se fait un mardi et que le contrôle le mercredi, eh bien, l'usinage sera enregistré que le mercredi. Ce qui fait que nous devons lire le graphique de manière différente. On ne peut plus lire le temps sur l'usinage, mais on va lire le temps sur la flèche, sur la transition du contrôle à l'usinage. Nous avons donc des temps médians de l'ordre d'une journée pour toutes les activités de traitement de la matière. Ce qui fait que maintenant qu'on a une compréhension globale de cette gamme, qu'on a compris les spécificités finalement de flux, les spécificités de saisie au niveau temporel, on peut, nous, en tant qu'analystes en données, comprendre que cette gamme, eh bien, elle se porte plutôt bien. On a des temps qui sont dans l'ordre d'une journée, qui sont vraiment normaux dans l'entreprise, un flux qui suit la gamme théorique. En bref, tout se passe bien. Je vous propose qu'on passe maintenant à la seconde gamme pour voir un cas un petit peu plus intéressant. C'est le deuxième produit le plus réalisé chez ce client-là. Exactement. On a à nouveau un graphe qui a cette fois-ci un flux à nouveau à peu près semblable, sans usinage sur une deuxième machine. Mais on ne s'emballe pas, c'est tout à fait normal pour cette pièce-là. La subtilité cette fois-ci, c'est cette boucle entre ces trois activités. On a quelque chose d'un peu plus technique à comprendre. On a de nouveau de la séparation en lots, mais cette fois-ci, les lots ne sont plus effectués de manière parallèle, elles sont effectuées de manière séquentielle. Un lot est effectué une fois après l'autre. C'est pour ça qu'après de l'emballage, on retourne à du polissage. De nouveau, si on n'a pas cette nuance du terrain, c'est difficile de comprendre pourquoi on va enlever des pièces de notre emballage. Donc, une fois qu'on a compris ce flux, et qu'on se rend compte que concrètement ça colle à la réalité, on va de nouveau voir dans les performances ce qui s'y passe. On s'attend à voir de nouveau l'ordre d'une journée de travail pour les traitements de matière. Lorsque je retourne sur des médianes, on peut voir que ce n'est pas le cas. On a des retours d'emballage au polissage de l'ordre d'une semaine, des retours du contrôle au polissage de presque 4 jours. Ça paraît spécial.
en ayant discuté avec le client, on s'était peut-être dit que le polissage durait énormément de temps. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ce qui se passe, c'est que ces lots, ils restent parfois sur des établis, ils restent parfois dans le stockage. Et donc, c'est vraiment les temps de transition qui prennent davantage de temps que le polissage en soi. Et ça, c'est problématique. C'est des pertes de temps, c'est des pertes finalement de pouvoir progresser dans le processus. Et donc, du coup, ça, on s'en est rendu compte concrètement avec la réalité parce qu'on a accès, en plus des graphiques à travers ce logiciel, aux données brutes. Ici, si je passe sur l'onglet K et que je vais sélectionner cette première variante, on obtient en fait les données correspondantes au cas par cas. Ça, c'est très intéressant, ça nous empêche de devoir aller fouiller un peu dans l'Excel, regarder par nous-mêmes où sont les données, elles correspondent à quoi. Le logiciel le fait pour nous et on arrive à voir vraiment ce qui se passe au cas par cas. Donc ici, on retrouve à partir de la ligne 12, j'espère que vous voyez sur votre écran, qu'on retrouve notre fameuse trilogie d'activités. On a du polissage, du contrôle, de l'emballage. Ce premier lot, donc les lignes 12, 13 et 14, sont effectués le 23 mars. On voit que le prochain lot, de nouveau polissage, contrôle, emballage, est lui effectué à partir du 9 avril. Donc on a vraiment un saut temporel conséquent. On peut aller voir peut-être d'autres cas si c'est toujours la même chose. Ici, de nouveau 12, 13, 14, premier lot effectué le 15 avril. Second lot effectué qu'à partir du 19 mai. De manière globale, ce qu'on s'est rendu compte à travers ces données-là, et aussi on peut être aidé, en plus de lire par les données, par ce graphique, qu'on a des chutes d'activité en fonction de la courbe en X, de la droite en X, qui est la droite temporelle. On se rend compte qu'on a des pertes vraiment temporelles, on a des pertes d'activité et que les lots sont effectués avec des gros trous temporels. Ayant vu ça sur les données, on a entamé une discussion avec le client, on a essayé de comprendre ce qui s'est passé et globalement, c'est une sorte de problème de stockage, un problème de logistique. Je vais peut-être laisser un petit peu maintenant la parole à Valentin qui va vous expliquer les bienfaits de notre intervention chez le client et la conclusion que nous avons pu avoir sur ce cas. Tu peux remettre la slide, je pense. Tac, super. Merci beaucoup, Pedro. Hop. Je pense ce qu'on a pu un peu comprendre à travers cet exemple très concret, comment on exploite les données pour les modéliser en un processus et avoir des métriques d'analyse concrète. Donc, vraiment, qu'est-ce que ça a apporté concrètement à ce client industriel, cette analyse, notre analyse du MindLight? Dans un premier temps, c'est simplement d'avoir déjà la vue d'ensemble du processus, chose qu'il n'avait pas avant. Ça veut dire que c'était peut-être dans la tête du chef de production ou dans les données informatiques, mais on n'avait jamais pu les exploiter pour se faire une représentation réelle et obtenir ainsi des métriques d'analyse terrain et concrètes et surtout impartiales via ces données. Donc plus de clarté, ce qui permet aussi plus de prendre des décisions vraiment éclairées en se basant sur les données, donc des décisions pour améliorer l'efficience finalement de ces processus. Pedro nous a montré dans l'exemple de la gamme 2 qu'il y avait ce souci d'optimisation au niveau du stockage pour la deuxième pièce la plus réalisée. Comment ça se passe très concrètement? Là, le client a planché en interne suite à nos conseils avec le responsable logistique, avec le chef de production, pour tendre vers un retour à la normale et donc passer de c'était 4 à 7 jours. 4 à 7 jours, retourner à la normale vers plutôt 1 jour de traitement pour ces étapes-là. Donc, très concrètement, si je devais résumer, le process mining, c'est un peu comme un rayon X pour vos processus qui permet de mettre le doigt finalement là où ça fait mal et de déceler les inefficiences qui sont parfois cachées au sein de votre entreprise. Et puis, une analyse en amenant une autre, ce client a été intéressé par cette technologie-là et puis veut maintenant mener des analyses plus approfondies directement, pas dans les processus du flux complet, mais au pied des machines de production qui sont également le nerf de la guerre pour une entreprise de la sorte. Eh bien là, ils aimeraient analyser les données directement depuis ces machines-là qui n'ont pas de biais. Comme on l'a vu avant, les données qui sont saisies à la main peuvent être un peu des fois compliquées à interpréter pour avoir des résultats très tangibles. Donc là, on va vraiment se baser sur les données de la machine en live et puis les analyser pour, par exemple, par la suite, avoir des analyses de prédiction d'usure,
grâce peut-être à l'intelligence artificielle, aussi de prévision de panne, tout ce genre d'analyse-là. Donc ça, c'était vraiment concrètement ce que ça a apporté à ce client-là. Je ne sais pas si Pedro, toi maintenant, tu voudrais peut-être rajouter quelque chose aussi à ce niveau-là. Alors concrètement, maintenant on a un peu une idée globale de ce qui se passe avec le process mining. Vous pouvez peut-être maintenant essayer de vous projeter pour votre propre cas. Vous êtes peut-être en train de vous dire, est-ce que j'ai les données suffisantes en interne? Est-ce que mes données sont suffisamment structurées? Est-ce que j'ai des données? Peut-être que vous n'avez même pas de données. Et nous, ce qu'on fait chez Lumine, c'est que lorsque les données ne sont pas présentes, on vous accompagne dans la meilleure manière de saisir ces données. Comme on a pu le voir, on n'a pas forcément toujours tout qui est disponible. On n'a qu'un seul eurodatage. C'est pour ça que nous, on vous accompagne dans cette manière de saisir les données pour pouvoir avoir ensuite des analyses moyen-long terme performantes et donc du coup d'être concurrentielles. De manière globale, dans les termes d'implémentation de notre service, dans ce qui est d'un point de vue technique, on a des analyses qui sont légères, rapides, c'est de l'ordre d'1 semaine à 2 semaines, tout dépend bien évidemment de la difficulté et de la quantité de données à analyser. Et niveau prix, on est dans une fourchette de 5 à 10 000 francs. Ce qui fait que de manière globale, on a des analyses qui vont ne pas interrompre vos flux de production, qui ne vont pas nécessiter l'intervention humaine sur place sur votre terrain et qui vous permettent d'avoir vraiment des médiums de décision éclairés sur les données. Et ça, vraiment, c'est ce qu'on conseille aux entreprises, c'est de pouvoir avoir des mesures. C'est comme quand on va chez le médecin, on aime savoir ce qui se passe en interne, avoir des moyens je sais pas, de savoir si on a un bon taux de cholestérol. C'est pareil pour les entreprises, c'est pareil pour les données. On aimerait avoir une cartographie complète de ce qui s'y passe et vraiment pouvoir décider de manière avisée et logique. Pour moi, je pense qu'on peut clôturer cette présentation ici. Je pense que c'est très clair. Ouais. Voilà, exactement. On serait ravis maintenant de répondre à des questions, si vous en avez, et de pouvoir peut-être rendre les choses plus claires si elles ne le sont pas. Messieurs, merci beaucoup. Effectivement, on va passer au moment des questions. Alors, n'hésitez pas à écrire directement sur le chat de YouTube, je l'ai devant les yeux et je me ferai un plaisir de retranscrire au mieux la question. Moi, j'en avais déjà une première pour vous, messieurs. Vous parlez de données et qu'il y en a beaucoup dans les entreprises. Est-ce que vous arriveriez à nous dire quel type de données, à apporter des noms à ces données ? Alors, ça dépend du type de l'entreprise, mais globalement, des données, il y en a toujours. Que ce soit avec un ERP pour avoir, je sais pas, le suivi de nos employés, simplement pour pouvoir donner des salaires, pour pouvoir aussi faire des devis, pour pouvoir faire des factures. Il y a aussi des données pour l'onboarding d'un client lors de l'entreprise, au moment où on le contacte jusqu'au moment où on va signer le contrat. Il y a des données, comme on a pu le voir ici, industrielles, de production. Donc toutes ces données-là, je ne sais pas si on peut leur donner un nom, mais… je dirais globalement que c'est les données qui sont dans des bases de données relationnelles Exactement. assez standards de vos logiciels de suivi de production, de vos ERP, et puis c'est vraiment ces données informatiques-là sur lesquelles on se base. C'est ça, c'est dès qu'il y a concrètement un flux, dès qu'il y a un suivi de processus qui va se répéter très souvent, on peut faire nos analyses, on peut cartographier l'ensemble et puis avoir une vision claire vraiment de ce qui s'y passe. Je pose cette question parce qu'on dit souvent que les entreprises possèdent beaucoup de données, mais finalement elles sont aujourd'hui peut-être pas entièrement récoltées. Comment justement on peut optimiser cette récolte? Est-ce que dans les machines il y a les outils nécessaires pour pouvoir récolter ces données et ensuite comment elles remontent jusqu'à vous? Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce processus? Bien sûr. Je prends la main. Alors, comment ça se passe? Typiquement, pour le cas justement d'une machine, très souvent, il y a des, comme Valentin a pu rapidement citer, c'est qu'il y a des données qui sont générées automatiquement par le logiciel de la machine et qui sont stockées dans des logs, qui sont stockées dans des bases de données. Très souvent, c'est des données qui sont propres aux opérateurs pour pouvoir comprendre leur utilisation, pour pouvoir vraiment avoir une métrique globale de ce qu'ils font. Souvent, ces données, c'est des données micro.
qui correspondent à une activité. On a montré ici avec nos graphes de process mining qu'on a plusieurs postes. Et bien très souvent, ces données correspondent à un seul poste. Et nous, si on veut faire des analyses là-dessus, on va récolter ces données à partir de la base de données, soit en utilisant peut-être des fois des API, en allant simplement sur l'interface homme-machine de la machine et puis pouvoir récolter ce qui se passe en base de données avec des requêtes SQL, avec ce que Valentin sait très bien faire. Oui, c'est de l'extraction de données. C'est l'extraction de données, parler, ouais. Exactement. Et dans un deuxième temps, lorsque les données sont plus larges, eh bien, très souvent, on va vouloir utiliser ce qui se passe au niveau de l'ERP. Donc, par exemple, on a cité avant ProConcept, peut-être ça peut vous parler. On peut aussi utiliser des fois SAP. Eh ben, nous, on a des facilités à utiliser ce genre de logiciel-là pour pouvoir faire des extractions globales de votre processus et donc du coup ensuite les exploiter au mieux. Ce qu'il y a, c'est que souvent ces données ne sont pas totalement bien structurées pour le process mining et ça, c'est notre travail en interne de les structurer correctement pour pouvoir les exploiter à son plein potentiel. Et vous parliez tout à l'heure aussi d'un flux presque en temps direct. Oui. Donc exporter les données, ça permet de faire une analyse effectivement. Et est-ce qu'on pourrait aussi imaginer avoir une API ou un autre connecteur, on va dire, pour pouvoir finalement ensuite manager son flux direct en temps réel? Bien sûr. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on peut créer un pont grâce justement à des API, à ce genre de requêtes qu'on peut faire de manière automatique. Et donc du coup créer des scripts qui vont récolter les données de manière automatique. Ensuite faire un lien avec un logiciel qui peut utiliser du process mining. Là on utilise donc ce logiciel partenaire, mais on peut aussi en utiliser un autre. On sait que c'est utilisable avec Power BI. Donc si vous, en interne, vous utilisez des tableaux avec Power BI, eh bien c'est assez facile d'exploiter le process mining et de faire un lien direct en ce qui se passe chez vous tous les jours et d'obtenir finalement une représentation visuelle du process mining de manière constante. Et ça, c'est vraiment une force parce que c'est comme avoir un médecin tous les jours dans son entreprise qui nous dit est-ce que ça va bien, est-ce que ça va pas bien. Et ça, c'est vraiment une force. Donc on peut vraiment utiliser cet outil pour faire des analyses historiques, mais aussi des analyses à flux tendu. Exactement, oui, exactement. Alors, vous nous avez montré un outil que vous avez sélectionné. Il semble pour vous être le meilleur pour mettre en place du process mining. Comment vous l'avez sélectionné, cet outil? Alors, on l'a sélectionné parce que c'était vraiment il proposait en fait les fonctionnalités vitales et nécessaires pour nos clients. On n'avait pas besoin d'un outil extravagant avec plein de propositions de traitement de données qui ne nous étaient pas spécialement nécessaires. On a essayé de regarder sur le marché lequel nous convenait le mieux et en ayant essayé l'un ou l'autre, on a remarqué finalement, surtout en termes de communication avec le fournisseur du logiciel, que c'était le plus à même de pouvoir finalement traiter des PME, traiter des cas vraiment un peu plus, si je peux le dire, familiers, un peu plus facile à traiter, je dirais. Non, je pense que c'est très juste. Il existe plusieurs outils sur le marché. On s'est concentré sur celui-là parce que nous, on voulait amener cette technologie qui est quand même assez avancée aux PME. C'est une technologie qui est normalement réservée à des très grosses boîtes. Et puis, on a choisi l'outil qui allait bien pour ce use case-là, finalement. Alors, j'imagine que cet outil propose des mises à jour constantes. On parle beaucoup d'intelligence artificielle générative. Quelle est un peu l'intégration de cette IA dans l'outil? Et puis vous aussi, votre vision de ce qui arrive technologiquement dans l'IA pour aider encore mieux les entreprises à optimiser les flux? Alors, l'ajout de l'IA à travers nos analyses, il va de pair en fait pour la prédiction de ce qui peut se passer bien ou mal, dans le sens où, imaginons, on a parlé avant de prédiction de panne, prédiction d'usure d'outils, nous, on pourrait lier un peu ces genres d'analyses-là à des outils d'IA. On peut se brancher à des données propres de la machine et essayer de créer des modèles finalement qui vont alerter les utilisateurs, ah ben tiens, dans 3 mois, dans 6 mois, peut-être qu'il va falloir changer telle ou telle pièce. D'un point de vue purement analyse, ça permet aussi, imaginons qu'on doit alimenter le stock de manière intelligente, commander le bon chiffre de stock, de pouvoir prédire, ok, en fonction de ce qui s'est passé sur votre graphe de process mining, en fonction de ce que j'ai vu, eh bien, il vaut mieux commander
300 pièces plutôt que 3000 et d'essayer d'avoir vraiment ce genre d'optimisation logistique vraiment intelligente pour pouvoir avoir vraiment des gains de coûts dans ce qu'on fait au sein de l'entreprise. Mais l'application de l'IA est variée. C'est assez difficile de répondre comme question parce que on peut résoudre un peu, entre guillemets, tout et n'importe quoi avec l'IA. Mais pour ce genre de cas-là, je dirais c'est un peu une idée comme ça que je peux traiter. Est-ce que l'IA, celle dont on parle, qui est générative, est-ce qu'elle pourrait aussi avoir cette fonction apprenante au sein du système et de l'outil? Alors, c'est assez difficile parce que oui et non, dans le sens, c'est vraiment des intelligences qui sont très complexes. On parle là d'intelligence qui finalement doivent se baser sur ce qui se passe concrètement au jour le jour, de reinforcement learning, d'algorithmes génétiques. C'est vraiment un peu ce genre d'outil-là qu'on utilise pour le génératif, c'est try and error. On va lui dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, et puis il va ensuite apprendre sur le tas. Ce genre d'outils, ils sont très efficaces quand il y a énormément de données. Donc, si on veut appliquer ce genre d'outils génératifs à l'industrie, il faut être certain d'avoir vraiment des datasets conséquents et de pouvoir en utiliser leur plein potentiel. Je dirais que ça a du sens lorsque on a des données qui sont générées automatiquement et pas par un humain. De cette manière, on peut contrôler ce qui est généré, on peut même parfois faire des simulations. Et donc, du coup, c'est là que l'application de ce genre d'IA générative a tout son sens. On manque vraiment de données dans les entreprises? Je dirais qu'on manque de données bien faites, pas de données. Parce que les données, souvent, on les stocke, mais on les stocke pas forcément de la meilleure des manières. Ça, c'est le problème qu'on a en tant qu'analyste, c'est qu'on a accès à des datasets, on se dit chouette, on va pouvoir travailler dessus, mais il manque des éléments cruciaux à l'évaluation d'un élément, à pouvoir essayer d'aller prédire une valeur, mais finalement cette valeur, on n'arrive pas à l'associer à quelque chose qui induit cette valeur. On a très souvent dans l'intelligence artificielle ce qu'on appelle des features qui vont pouvoir indiquer, donner un sens à notre prédiction. Et très souvent, on a besoin de features très spéciales et si ce n'est pas stocké correctement dès le début, c'est assez difficile de travailler pour ce genre d'outils-là. Mais je dirais que, de nouveau, soit on a affaire à des entreprises qui, elles, ont déjà une idée de ce qu'il faut stocker, donc du coup, nous, on peut agir directement, ou alors on peut aussi accompagner les PME et dire qu'est-ce qu'il faut stocker pour avoir des prévisions, pour avoir vraiment des outils sur le moyen et long terme qui aident à ce genre de décision. Et je me permettrais aussi juste de rajouter que peut-être des fois, trop d'informations va tuer l'information. On l'a vu récemment dans une étude Oracle que c'était compliqué pour certains décideurs quand on avait trop de sources de données, de trop grandes quantités de données, d'avoir des analyses précises. Le process mining, c'est aussi ça, c'est finalement d'arriver à synthétiser dans un graphe qui est relativement simple et compréhensible par tous, ce genre de gros dataset finalement. Et puis de pouvoir là-dessus prendre des décisions stratégiques pour l'entreprise. Je me demandais également comment vous avez identifié le besoin des PME, comment en fait est née cette idée d'entreprise et puis ensuite de process mining et de dire voilà, avec cette méthode-là on pourrait vraiment aider les PME suisses. Pedro, lui, dans le cadre de ses études, avait déjà pu travailler avec des clients industriels et donc utiliser cette technologie qui, à l'époque, on était plutôt en phase de test, enfin pas de test, mais de preuve. Oui, on était vraiment de proof of concept. Proof of concept, voilà, exactement, on parle de POC. Non, c'est juste. C'est ça. Et puis, je ne sais pas si tu veux un peu donner plus de détails là-dessus. Oui, alors comment on a mis en place ça finalement en partant de ton expérience. Oui, exactement. Alors, ce qu'il y a, c'est que le process mining, comme j'ai pu le dire en début de présentation, c'est que ça vient vraiment du domaine de la recherche. Ici, dans le terreau industriel roman, on essaye maintenant de plus en plus de mettre en place ce genre d'outils basés sur les données.
Et je dirais que notre idée de process mining, eh bien, elle vient de là. Elle vient du fait que très souvent, les PME stockent des données, ne savent pas trop quoi en faire. On utilise un peu de l'IA à tout va, tout vent parce qu'on se dit qu'on peut justement faire des prédictions et être concurrentiel. Et c'est une très bonne chose. Mais très souvent, on ne sait pas quel outil choisir, on ne sait pas sur quoi partir. On a peut-être peur de l'utilisation des données. On se dit que nos données ne sont pas forcément très exploitables. Ben, le process mining, la beauté de cette discipline, c'est que à partir de pas grand-chose, à partir de quelques données minimes, on peut avoir des résultats rapidement. On n'est pas en train de parler d'un immense modèle qui doit s'entraîner des jours, qui doit s'entraîner des semaines pour pouvoir avoir de la prédiction. On se base vraiment sur des données concrètes, on obtient des graphes rapidement et puis on peut aller de l'avant. Et donc du coup, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il vaut mieux amener aux PME des solutions faciles, compréhensibles, qui donnent des insights sur les données et de pouvoir avancer rapidement, sans devoir se dire est-ce que l'outil pour lequel je vais payer va être fiable. Nous, ce qu'on dit, c'est que oui, ça sera fiable, parce que même si les données vont bien, on sait que ça va bien. Et ça, c'est une bonne chose. On est content quand on va chez le médecin, qu'on nous dit c'est bon, vous êtes en pleine forme. Donc du coup, nous, ce qu'on propose, c'est ça, c'est de pouvoir avoir une métrique, avoir un moyen de mesurer ce qui se passe en interne. Et je pense que c'est quelque chose dont toutes les entreprises ont besoin à l'heure actuelle. Avec qui vous collaborez pour mettre en place ces solutions au sein de l'entreprise? Quelles compétences vous avez besoin pour avancer? Actuellement, alors pour mettre donc dans la phase d'optimisation, c'est bien ça la question? Oui, quand on décide, on se dit ok, on fait l'analyse, on met en place les process. J'ai vu que la visualisation était quand même assez technique. Quelles personnes dans l'entreprise sont dans l'équipe dans la task force pour mettre en place l'E-Mind? Alors, c'est moi. Donc, comme je l'ai dit, comme j'ai pu le dire au début de la présentation, c'est que moi, vraiment, j'ai ce background d'ingénierie en informatique avec cette spécialisation en analyse de données. Et donc, moi, j'ai déjà, avant la création de l'E-Mind, fait du process mining. Donc, je savais déjà qu'est-ce que c'était, je savais déjà comment l'utiliser. Mais avec qui tu travailles dans l'entreprise? Chez ton client. Chez le client, donc, voilà. J'avais pas spécialement compris cette nuance. Pardon. Alors, chez le client, très souvent, on va travailler avec le chef de production, si on travaille par exemple sur une chaîne de production, mais de manière globale, on va travailler avec les gens à même de connaître le métier, à même de connaître le flux. Okay. Si ça va être par exemple, je sais pas, un flux de factures, eh ben, on va peut-être travailler avec la personne qui se charge du domaine financier de l'entreprise, qui, elle, a une compréhension bout en bout de ce qui se passe en interne. Et donc, du coup, nous, on n'a pas forcément besoin d'être expert dans tous les flux qu'on va traiter. Ça, c'est la beauté du process mining. On comprend le flux dans sa globalité, mais on n'a pas besoin d'être expert dans du polissage ou l'usinage ou peu importe ce qui va se passer. Et donc, c'est pour ça que nous, on se base sur la connaissance interne des experts, finalement, parce qu'on ne va pas non plus se prétendre savoir faire votre travail. Et donc, on se base sur ce genre de personnes-là qui, elles, peuvent nous aider à les aider. Et quelle est la réaction du terrain? Est-ce que l'ensemble des collaborateurs sont plutôt très enclins à intégrer encore plus une couche de digitalisation dans l'entreprise? Alors, je pense qu'il y a peut-être toujours une certaine résistance au changement. On le voit toujours dans ce genre de projet de digitalisation ou de BI. Mais en général, je pense que c'est assez bien accueilli puisque le but, c'est d'apporter quelque chose en plus. Donc, on va vraiment tendre vers une meilleure efficacité. Et puis, de ce côté-là, normalement, si la direction, en fait, je pense que c'est surtout la direction de l'entreprise qui doit donner l'impulsion et d'orienter ses équipes, les décideurs et puis les responsables de département pour leur faire prendre conscience de l'importance des décisions basées sur les données. Et puis, quand l'information est bien passée, je pense que là, c'est un terrain parfait pour travailler ensuite. Qui utilise ensuite les outils au sein de vos clients? Alors, à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est qu'on intervient à l'analyse. Donc, on va analyser un premier flux, on a un premier cycle de l'Human Light, comme on aime l'appeler, pour analyser un premier flux. Et
Très souvent, ça amène à deux, voire trois, voire plusieurs cycles nécessaires pour avoir une vue complète de ce qui se passe dans l'entreprise. Pour pouvoir utiliser ce genre d'analyse, eh bien, il faut avoir quelqu'un en interne qui sait gérer les données, qui est analyste, qui sait maîtriser ce genre de logiciel-là. Nous, ce qu'on propose, c'est que si il y a des secteurs déjà établis au sein d'une entreprise, c'est de pouvoir leur proposer une licence du même logiciel que nous utilisons et d'ensuite former l'IT ou former la personne qui va gérer ce secteur d'analyse et ce secteur d'optimisation de processus pour pouvoir les accompagner à terme et d'avoir vraiment quelque chose de continu. Et puis pour les entreprises qui ont personne en interne, bah, c'est comme si on venait finalement avec notre petite roulotte, on va dire, et puis on était un département mobile d'analyse de données bah, pour votre entreprise. C'est ça. Vous êtes combien aujourd'hui au sein de l'Humarine? Donc aujourd'hui, bah, on est les deux. Et puis, c'est encore le début de ce magnifique projet. À terme, bah, évidemment, on aimerait s'agrandir. Aussi recruter des spécialistes, que ce soit dans l'optimisation de processus, pour avoir vraiment un service 360 degrés plus complet. Mais voilà, on commence avec ces analyses-là et puis on travaille avec vous. Et puis à terme, bah, ça sera nos consultants qui auront aussi de l'expertise, qui pourront vous accompagner. C'est ça, le but à terme, c'est de pouvoir avoir vraiment quelqu'un qui est expert dans le domaine X ou Y. De pouvoir dire, OK, on a quelqu'un d'expert dans le process mining, mais qui sait de quoi on parle pour une machine de décolletage, une machine d'usinage, etc., etc. Et justement, j'en viens un petit peu aux compétences qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché. Demain, si vous avez la possibilité de recruter justement cette personne experte, est-ce qu'elle doit avoir un profil hybride, c'est-à-dire connaître le milieu de l'industrie et connaître le milieu de la donnée ou de l'informatique? Moi, je répondrais que pas forcément. Okay. Parce que concrètement, l'analyse, c'est nous qui la faisons. Donc nous on est quand même analystes, mais on a besoin de ce qui nous manque, le côté expert dans le domaine industriel, expert dans le domaine, je sais pas, pharmaceutique par exemple. Si cette personne a une idée globalement de ce qui est fait chez l'Humarine, elle a une idée de l'objectif de pourquoi elle a été engagée, dans le sens où elle va vouloir chercher les potentiels manques d'optimisation métier et pas données, et ben, ça va nous aider, nous, à nous aiguiller où chercher, où scanner. C'est comme, à nouveau, le médecin. On a un médecin généraliste et on a des experts pour traiter, je ne sais pas moi, des maladies du sang ou peu importe, ou des os, je ne sais pas. Mais on a besoin en fait de ces expertises-là pour traiter des cas vraiment précis et concrets. Mais nous, on reste généraliste et on a besoin de quelqu'un d'un peu plus peut-être précis dans X ou Y domaine. Voilà, et on n'est pas fermé au monde de l'industrie. Donc, comme on l'a dit avant, tant qu'on a des données, eh ben, on peut faire des analyses. C'est ça. Quel est le prochain développement, le prochain projet? Ben, je pense que, comme vous l'avez vu, maintenant, on travaille avec ce logiciel partenaire. À terme, on aimerait proposer à nos clients directement notre solution à nous, peut-être de manière cloud service ou software as a service, hein, peut-être pas un logiciel standalone, mais on aimerait aller dans cette direction-là, donc d'avoir notre outil d'analyse à nous pour permettre à nos clients de travailler de manière optimale. Est-ce que vous avez eu un premier retour de votre client justement avec la démo que vous nous avez montrée? Quels sont un peu les défis, les enjeux et les points d'amélioration? Je te laisse. Ok. Alors, le premier retour déjà, c'est que c'est vraiment un gain de visibilité interne. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'ils n'avaient vraiment pas. Ils avaient une idée de ce qui se passait d'un point de vue pratique, parce que bien évidemment, le chef de production sait ce qui se passe dans son secteur, mais ils n'avaient pas une idée vraiment précise et visuelle de ce qui s'y passe. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ont trouvé vraiment agréable, surtout pour communiquer avec les autres. Avoir un graphe plutôt que de dire je vais à l'étape A, B, C, D, puis les gens ne savent pas forcément ce que c'est B, ce que c'est C, ce que c'est D. Et donc ça, c'est un gain déjà primordial en interne. Second gain, c'est la gamme que nous avons pu analyser où il y avait un manque à gagner d'un point de vue logistique, d'un point de vue temporel. Et ça, ils ont pu travailler dessus.
ils sont en train d'essayer de mettre en place, ils ont, de ce qu'on a compris, trouvé la faille, mais ils sont en train de maintenant de tenter de la résoudre. Et puis là, on n'a pas encore pu nous refaire une seconde analyse pour voir avant, après, mais globalement, dans l'idée, c'est de pouvoir retourner à l'ordre d'un jour de travail pour cette fameuse étape de polissage. C'est ce que je comprends bien dans la démo que vous avez faite juste avant. Vous utilisez un outil qui est plutôt dédié à des grandes entreprises ou industries et finalement que vous pouvez maintenant vous adresser à des plus petites entreprises entre 20, 40, 50 voire 100 collaborateurs, ce qui représente aussi le tissu économique majoritaire de la Suisse. Ma question, c'est de savoir justement, est-ce que finalement l'Humind ne permet pas à des plus petites PME de commencer à pouvoir capitaliser sur les données à des coûts accessibles et puis tout ce qui va avec? C'est aussi ça notre but. Comme l'a bien dit avant Pedro, on n'est pas que expert en process mining, mais on peut aussi accompagner les plus petites entreprises dans la manière déjà d'avoir une bonne structure de données, des bonnes pratiques au niveau de la saisie de données, pour peut-être pas dans un premier temps utiliser le process mining tel quel, mais l'utiliser un peu plus tard à des fins d'analyse, une fois qu'on a récolté un nombre de données assez intéressantes, et puis qu'on peut faire des analyses plus avancées. Mais oui, effectivement, je pense que c'est très bien dit. On a comme but d'aider les PME à pouvoir être concurrentielles, à pouvoir se baser sur des données et avoir vraiment des décisions éclairées. C'est un peu ce qu'on a dit durant toute la présentation, je dirais, mais d'avoir vraiment des décisions qui sont justifiées. Souvent, c'est un peu ça. On a de la peine à justifier pourquoi tout va bien, déjà ça. Très souvent, c'est difficile de dire par A plus B, est-ce que ça va bien chez moi? Et puis, dans le cas où ça va moins bien, de pouvoir agir et de pouvoir aller vraiment de l'avant pour des moindres coûts. Parce que nos analyses, elles sont légères, elles sont rapides. Et donc, du coup, ce n'est pas forcément des workshops qui vont durer 2-3 mois puis qui vont coûter des prix pas possibles. L'accessibilité. Exactement. Alors, je pense qu'on parle assez clairement puisqu'on a peu de questions sur le chat. Moi, j'avais une dernière demande. Est-ce que vous auriez le mot de la fin ou un message à faire passer? On l'a un petit peu compris durant toute cette tech démo, l'accessibilité, le coût et faire travailler ces données. Mais est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, messieurs? Bonne question. Alors, comme vous l'avez vu, donc nous, on se positionne. Enfin, le but, c'était de vous montrer un peu les possibilités du process mining, pas de faire la pub de notre entreprise. Donc, on a pu vous faire part de cette révolution-là qu'on est hyper enthousiaste d'utiliser au quotidien chez nous. Et puis de découvrir ces nouvelles technologies, un peu c'est ce qui fait l'essence aussi de notre entreprise. Donc oui, je m'adresse peut-être maintenant à tous les chefs d'entreprise ou les décideurs dans les entreprises qui soient industrielles ou autres. N'hésitez pas aussi à réfléchir un peu on voulait aussi un peu ouvrir les consciences aujourd'hui, c'était ça un peu le but de cette présentation, sur l'importance des données et puis les décisions que ça permet de prendre. Donc, le process mining est un outil, il en existe plein d'autres au niveau de la BI. Et puis nous, on s'est spécialisé là-dedans pour vous accompagner de la meilleure des manières. Valentin, Pedro, merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de cette tech démo. J'espère qu'on vous enverra suite à enfin vous aurez déjà accès au replay de cette démo que vous pourrez partager. On vous enverra également le contact, vos deux contacts aux personnes et aux entreprises qui seraient intéressées de rentrer dans un processus de process mining. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain, même heure, et on vous enverra toutes les informations pour la prochaine tech démo. Merci encore, bon appétit et bon après-midi. Merci beaucoup. Merci, au revoir.